ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Thomas Guttiardi, rédacteur en chef d'actufoot.com. Bonjour Thomas. Salut Rida, tu écorches encore mon nom. J'écorche encore ton nom, après tant d'années passées ensemble, j'arrive quand même à trouver le moyen de me tromper. Et pour ce nouvel épisode, justement Thomas, on va encore voyager puisqu'on va, d'ailleurs on aime ça chez ActuFoot Podcast, puisque cette fois-ci, on va découvrir un nouveau pays, et le football certainement du côté du Vietnam, grâce à un footballeur originaire du 95 et expatrié là-bas depuis cet été, Rodrigue Nanitelamio. Alors j'espère que je ne me trompe pas là aussi. Non, pas du tout, c'est tout à fait ça. C'est top. Bonjour, salut. Rodrigue, alors avant d'aller plus en détail sur ton parcours, puisque tu n'es pas à ton premier pays, comment à 26 ans on se retrouve à jouer au Vietnam ? On va dire les aléas du football, certaines décisions, certains choix, on va dire aussi la chance, la malchance, et voilà aussi l'envie aussi de découvrir d'autres pays, d'autres continents aussi. Ouais, c'est vrai Rodrigue, on en parlait un petit peu avant l'émission. Là, tu as une actualité un petit peu compliquée en ce moment à Saigon. Vous êtes dernier du championnat. Le club connaît quelques dérives. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Tout d'abord, je suis arrivé dans un club qui était dans une très mauvaise situation. C'était dernier du championnat, avec, je crois bien, une seule victoire. Il ne reste que des défaites, deux matchs nuls, un truc comme ça, mais dernier du championnat, dans une situation très 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 compliquée. Je suis arrivé dans cette équipe-là, j'ai réussi à m'adapter très rapidement. On a réussi un peu à relever un peu la barre et gagner quelques points, mais c'est resté aussi compliqué que ça l'était. On a changé d'entraîneur, on a changé de président. Changé totalement de direction. Le club a été racheté. Du coup, ça allait mieux. On a réussi à sortir de cette zone de relégation qui est moindre, vu qu'il n'y a qu'une seule équipe qui descend. Mais on a réussi à sortir de cette zone-là. Et dans les derniers instants, il s'est passé ça. C'est que les propriétaires du club ont eu des problèmes financiers. Le club s'est retrouvé dans une espèce de sorte de poursuite judiciaire contre le club, qui a bloqué, qui a gelé les comptes de cette entreprise-là. Aussi le club, du coup, on s'est retrouvé dans des problèmes de salaire et de primes. Pas de salaire, ouais. Du coup, comment toi tu gères un petit peu cette situation, pas payé ? J'ai lu un petit peu la presse locale. Comme quoi, voilà, il y a toi et un joueur australien d'effectif vous avez refusé de jouer le dernier match du fait que vous n'avez pas été payé. C'est vraiment compliqué en ce moment. On s'est pas aussi concentré sur le fait de ne pas être payé, parce qu'on devait aussi relever l'équipe, mais en coulisses, on nous a appris comme quoi le club, malgré la situation financière, le club allait peut-être être supprimé, dans le sens où ça allait être vraiment une sorte de liquidation judiciaire et que le club n'existerait plus peut-être la saison prochaine. À partir de là, nous, on ne va pas forcément aussi, vu qu'il y a une certaine fatigue musculaire qui s'installe aussi, sachant que c'est un nouveau championnat, c'est les conditions totalement différentes de d'autres pays, il fait très très chaud. Les entraînements, ils sont très conséquents, on s'entraîne parfois 3 heures par jour. Assez intense, un climat très humide, très chaud. Ça fait qu'il y a des fatigues musculaires qui s'installent et on n'a pas envie de prendre de risques aussi pour la saison qui arrive, dans le sens où d'ici 2-3 semaines, on va sûrement enchaîner ou signer dans différents clubs ici. Du coup, on n'a pas envie de prendre de risque d'une blessure quelconque suite à un club qui n'a plus d'avenir, qui est totalement condamné, quoi. Tu parles de fatigue physique, également j'imagine fatigue mentale. Totalement. C'est pas facile de vivre ce genre de choses-là. Pour toi, c'était la première fois où tu rencontres ce genre de problème dans un club de foot ? Non, pas du tout, parce que j'ai vécu des sacrées expériences, surtout dans les pays de l'Est. Ouais. Où j'ai pu aller. Du coup, j'étais plus ou moins habitué à ce genre d'expérience-là. Et dans le sens où, ici, c'était plus amorti, c'est un peu plus amorti dans le sens financièrement. Ici, ça n'a rien à voir. Dans le sens où je suis très, très bien payé, dans le sens d'un point de vue salarial. Ici, je m'équivaut plus ou moins, je me logerais dans un salaire de joueur de Ligue 2 en France. Ok. C'était pas la même chose dans les pays de l'Est, où c'était clairement moindre. C'était réellement s'approcher du SMIC. Du coup, on a le temps de voir venir. Même en ayant des problèmes de salaire, on a plus ou moins le temps de voir venir ici. Du coup, la situation n'est pas si grave que ça. Toi qui ne connaissais pas le Vietnam, et même pour ceux qui ne connaissent pas de manière générale, comment est le football là-bas ? C'est, on va dire, la guerre. Je m'attendais pas à ça, en sachant plus ou moins, vu que moi
J'ai pas forcément d'avis sur ce championnat-là. Je l'ai pas réellement découvert. Je n'avais jamais vu de match ou quoi que ce soit. Je l'ai découvert que via des agents, via un ami que un joueur que j'avais rencontré dans le passé, qui était passé par le Vietnam, qui m'avait parlé de ce championnat-là, mais je n'avais pas forcément enregistré ou pris des notes par rapport à ça. C'est un championnat très, très, très physique dans l'engagement. Il y a beaucoup, beaucoup d'engagement. Les Vietnamiens, c'est des joueurs assez durs, assez rigoureux, assez durs physiquement. Du coup, c'est vraiment beaucoup de duels. Il y a beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes ne sont pas sifflées. Je pensais avoir tout vu. J'ai joué en Écosse dans les divisions inférieures. Et en Écosse, c'était réellement une boucherie. Je me suis dit, je ne verrai pas pire dans le football. Mais là, c'est l'arbitre laisse jouer. On tacle l'assassin, le joueur est par terre et non, continue à jouer. C'est assez aussi concentré sur les centres. Ça joue assez rapidement, c'est rapidement porté vers l'avant et c'est directement porté sur les centres. La plupart des joueurs ici, la plupart des étrangers ici sont soit attaquants, soit défenseurs. Et c'est généralement des joueurs de plus d'1m90. Oui. Pour les jeux aériens. Vu que les Vietnamiens sont assez petits de taille, du coup, ils ont caractérisé leur jeu plus ou moins par rapport à ces étrangers-là. Du coup, les Vietnamiens qui sont assez rapides, dû à leur morphologie, ils sont assez petits, le centre de gravité est assez bas, du coup c'est plus ou moins des joueurs assez rapides qui courent un peu partout. Et ça se concentre que sur des centres, sur des grands attaquants, des jeux de tête, et voilà. Tu te vois rester au Vietnam alors du coup, tu t'es bien adapté avec ton grand gabarit aussi dans ce championnat, t'as réussi à t'imposer. Bien sûr, totalement. Après, c'est pour une saison de plus. Je sais pas si je resterai un peu plus ici, mais une saison, j'aimerais jouer une saison complète et voir par la suite, quoi. Toi, ça te donne envie de continuer? Est-ce que ça te donne envie aussi peut-être d'aller voir aussi ailleurs, vers d'autres championnats? Quand on est défenseur et quand on est dans un championnat très rugueux comme ça doit pas être facile à tous les matchs. Non, bien sûr, c'est pas facile. Après, c'est intéressant parce que le truc, c'est que moi ici, je ne joue pas contre. Je pourrais dire ça, je ne joue pas contre des Vietnamiens ici. La plupart du temps, les joueurs que j'ai au marquage ou mes duels, c'est contre des étrangers. Ouais. Et généralement, c'est des Brésiliens. Il y a quelques Jamaïcains. Et c'est tout. Généralement, ouais, c'est. Donc il y a quand même beaucoup d'étrangers quand même dans ce championnat. Beaucoup d'étrangers. 3 étrangers par équipe, 3 voire 4 pour les équipes qui jouent la Ligue des champions asiatiques. Mais beaucoup d'étrangers. Hors football, comment tu consacres un petit peu ta vie quotidienne? Est-ce que tu sors beaucoup? Comment est Saigon? Moi personnellement je connais pas du tout. Je sais pas toi Rida, mais quel est un petit peu ton quotidien au Vietnam? Franchement, belle surprise parce que la vie ici elle est assez pas mal. Rien ne coûte cher ici. Et c'est une belle ville. C'est une belle ville dans le sens où il y a beaucoup de monde, c'est très cosmopolite, il y a beaucoup d'étrangers. Du coup, j'ai pas forcément perdu ces repères-là dans le sens où je me suis mis dans une ville totalement éloignée dans la campagne où ici la plupart des gens parlent anglais, ce qui est beaucoup plus facile ici. Et sinon, ça va. Le style de vie est assez vivable, quoi, comparé à d'autres villes du pays. Après, tu t'es un petit peu habitué aussi, il faut dire, quand on regarde ton parcours. T'as quitté l'AS Cannes en U19 très jeune pour l'Espagne. Derrière, tu as connu la Bulgarie, l'Écosse, la République tchèque, même Bahreïn. Tu t'es vite conditionné en fait à cette vie de globe-trotter du foot, j'ai envie de dire. Bien sûr, non, c'était pas Bahreïn, c'était Oman. Non, bien sûr, après, c'est la capacité d'adaptation. Je pense, après, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que moi aussi, j'aime bien découvrir des pays, découvrir des cultures, des langues. J'aime bien apprendre et j'aime bien voir autre chose. Moi, ce que je voulais en tant que footballeur aussi, c'était aussi découvrir le monde. J'aurais pu aussi prendre mon mal en patience, mais me concentrer sur une carrière, rester en France et tout faire pour pouvoir progresser, pour pouvoir passer un cap supérieur et essayer d'atteindre le plus haut niveau, ce qui est aussi difficile. Mais je voulais absolument aussi découvrir le monde. Je savais que partout dans le monde, ça jouait au football. Ça avait des philosophies totalement différentes et moi aussi ça me plaisait aussi, je voulais voir totalement autre chose. Avec tous les pays que tu as pu faire, etc., l'ensemble des clubs que tu as dans lesquels tu as pu jouer, comment tu compares un petit peu les différents footballs? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est que déjà tous les pays sont différents. Tous les pays sont différents et que aussi la vision du football est totalement différente pour tous, totalement différente pour tous. Et je me suis aussi rendu compte, en voyageant beaucoup, que en fait, au début de ma carrière, en tant que footballeur, je me disais qu'en France, le niveau, il était plus ou moins... Il était bien, mais je pensais que le niveau ailleurs était plus élevé et qu'il mettrait plus de rigueur, plus de travail et tout ça.
Mais en voyageant tout autour de ces pays-là, je me suis rendu compte que la France, on fait partie réellement l'un des pays qui fait partie réellement des pays de football, parce que dans certains pays, on ne demande pas les mêmes choses qu'on me demande en France. Par exemple, l'été dernier, j'avais des offres dans les pays de l'Est, en première division dans les pays de l'Est. J'allais peut-être jouer un match d'essai avec Bourg-en-Bresse, je crois, en national. C'était contre Lyon, le match amical contre Lyon. Et finalement, le directeur, je pense que le coach voulait, mais le directeur sportif, il y avait quelque chose. En tout cas, ils ont recruté un autre joueur. Je crois que c'était un défenseur de Châteauroux qui évolue à Châteauroux. J'ai été surpris par les questions. Par les questions du coach, dans le sens où dans d'autres pays, ces questions-là n'étaient jamais posées. Ça fait qu'il demandait les questions basiques, ma forme physique, ma vitesse et tout ça. Ce qui m'avait choqué, c'est qu'il me demandait ma fréquence, exemple de remise. Je sais plus, c'était spécifique en tout cas. C'était par rapport à mes remises de la tête, mes remises du pied, mes remises... Et je me suis dit, mais c'est trop poussé. Je me suis dit, c'est pas la Ligue des Champions, on parle pas de... mais c'était totalement normal. Moi, vu que j'avais un avis extérieur de la France, dans le sens où j'ai évolué en France, mais j'ai pas passé beaucoup de temps en France en tant que senior en France, que ce soit en amateur ou autre, j'avais pas forcément toute cette vision-là. Ouais. Je me suis rendu compte que le professionnalisme français comparé à d'autres pays est totalement différent, et que aussi dans tous ces pays-là, malgré en comparant tous, c'est aussi ça a totalement rien à voir d'un pays à l'autre, c'est rien à voir. J'étais en Italie pendant quelques mois. En Italie, j'étais défenseur central, mais on me demandait limite d'un point de vue tactique un travail de numéro 10. Oui, c'est complètement différent. Voilà, et en Espagne, techniquement, on me demandait le travail d'un numéro 6, d'un numéro 10, dans le sens où mon boulot en Espagne, c'était de prendre la balle. Mon coach me demandait de prendre la balle, d'éliminer l'attaquant, de monter avec la balle et chercher une passe, chercher automatiquement l'attaquant. Ça fait qu'en tant que défenseur central, j'étais obligé de savoir dribbler, obligé de dribbler. D'attaquer l'espace. Voilà, et par exemple, ici au Vietnam, on ne me demande pas de jouer au foot. Moi, j'aime bien avoir la balle, Ici, on ne me demande pas de jouer au foot. On me dit, s'il te plaît, casse des joueurs. Casse des joueurs, on veut que tu fasses des fautes. On m'a dit clairement ça, on m'a dit, on veut que tu blesses des joueurs. Mon premier jour ici dans mon club, l'agent, il a dit à l'entraînement, il faut que tu blesses au moins 1 ou 2 joueurs. Et j'ai dit, mais comment ça, tu veux que j'aille... Non, il faut que tu blesses un joueur. Comme ça, ils auront tous peur de toi. Et voilà, au moins ils sauront. Et tu as blessé un joueur du coup ou pas? C'est parce que t'as fait, rassure-nous, ouais. Non, j'ai blessé un joueur, mais c'était pas intentionnel. C'était pas intentionnel. Mais dans le sens, il demandait réellement beaucoup d'engagement. Et tu sens qu'à l'étranger, on est en recherche des joueurs formés en France, cette formation à la française, avec cette rigueur, tu le sens? Bien sûr. Et je l'ai senti après Coupe du Monde, je l'ai senti aussi. Ouais. Par rapport aux demandes, j'ai senti que ça pesait beaucoup. Tu nous parlais de l'Écosse tout à l'heure. J'ai cru comprendre que tu n'y étais pas resté très longtemps. Est-ce que tu confirmes ou pas? Oui, bien sûr. Tout simplement, j'ai eu plus ou moins ce problème-là que beaucoup de joueurs, que beaucoup de jeunes joueurs. Ça dépend des clubs, mais j'ai eu des problèmes avec mes indemnités de formation que le club en Écosse ne voulait pas payer. Premièrement, je suis allé en Écosse. J'étais en essai dans un club de première division qui s'appelait Patrick Thistle. Ils sont aujourd'hui en 3e division. Je me rappelle à ce moment-là, Mathias Pogba jouait là-bas. J'ai fait un entraînement avec eux, avec lui, si je me rappelle bien, ouais. Et ce club voulait me signer, mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas payer cette indemnité de formation. Indemnité de formation, je ne sais plus élevé à combien, je crois que c'est une vingtaine de milliers d'euros, mais pour eux, c'était trop de payer ce montant-là pour un joueur amateur. Ils n'avaient pas les fonds nécessaires, et du coup, ils m'ont dit, le truc que tu vas faire, c'est qu'on va te mettre dans plus ou moins un club partenaire qui s'appelle Farfar. Tu vas faire tes matchs, on ne va pas te signer ni te prêter, tu vas juste aller là-bas, signer là-bas. Et quand ça se passera bien, tu reviendras. J'y suis allé. Ça s'est très mal passé. J'étais le premier étranger, l'un des premiers étrangers du club. J'étais le seul étranger du club, premier étranger du club. C'était pas tous les joueurs étaient gentils avec moi. Après, j'ai une capacité d'adaptation. Je suis pas un méchant garçon. Du coup, je me suis fait plus ou moins quelques amis, mais avec le coach, ça passait pas. J'ai fait 3 matchs. Le coach a été viré et finalement, j'ai décidé de partir aussi. Ouais, au bout d'un mois, du coup, pas simple. Ouais. Mais bon, à chaque fois, tu as quand même cette capacité de rebondir. D'ailleurs, qui te permet... est-ce que tu as un agent qui te suit depuis le début de ta carrière, ou à chaque fois, c'est des intermédiaires qui te placent un petit peu dans les clubs? Comment tu fais à chaque fois? Parce que c'est pas facile, mine de rien. C'est des intermédiaires. Généralement, c'est des intermédiaires. La chance que j'ai, c'est que je parle 4 langues. Du coup, je parle avec plus ou moins des agents, plus ou moins du monde entier. Je sais comment le football fonctionne. Je savais très tôt, j'ai su comment le football plus ou moins fonctionnait.
Et j'ai tout de suite élargi mon réseau par rapport à ça, par rapport aux agents. Et j'ai fait en sorte voilà, de me faire un petit réseau. Je travaillais pas. J'ai eu pendant un moment des agents attitrés où j'avais signé des contrats de représentation avec certains agents. Mais ça n'a jamais réellement marché. Parce que plus que le côté sportif aussi, il faut aussi le côté humain. Et dans ce milieu-là, franchement, c'est très rare d'avoir confiance en quelqu'un, vu que c'est réellement un milieu de requins. Du coup, j'ai préféré faire ça de mon côté, parler avec différents agents et voir celui qui a la meilleure offre, et voilà, travailler avec lui, et voilà. On a l'impression que tu es un véritable globe-trotter. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question d'un retour en France? Bien sûr, mais je l'ai fait à différentes périodes de ma carrière, je l'ai fait. J'étais rentré en France pendant quelques temps. J'étais rentré parce qu'il y a une partie où j'étais à Raon-l'Étape en N3, mais avant ça, je n'avais pas joué pendant près d'1 an. Le problème, c'est que j'étais en Bulgarie. J'étais en D2 en Bulgarie, je fais ma saison. Et à ce moment-là, j'ai deux offres. J'ai Lokomotiv Plovdiv et Tsarko Selo. Lokomotiv Plovdiv allait jouer l'Europa League. Je me rappelle, ils jouaient contre Strasbourg. Et ces deux clubs-là m'avaient suivi. Et j'avais un choix, soit Tsarko Selo qui venait de monter d'être premier en première division, ou soit Loko Plovdiv. Mais le problème, c'est que ils étaient d'accord, ils m'avaient suivi, ils étaient d'accord de me signer directement. Et une fois arrivé au club, le jour de la préparation physique, premier jour de préparation physique, ils me disent non, finalement, ce ne sera pas possible. Alors qu'ils m'avaient suivi pendant plusieurs mois et qu'ils me voulaient absolument. Non, ce ne sera pas possible et je ne comprenais pas. Du coup, je suis parti à Tsarko Selo et après, j'ai entendu comme quoi c'était l'agent qui avait demandé un trop gros montant par rapport à sa commission, qui avait fait capoter le transfert et tout ça, un truc comme ça. Par rapport au salaire, tu nous disais tout à l'heure que tu plutôt bien rémunéré au Vietnam. Aussi, quand on regarde un petit peu, tu n'as pas beaucoup fait de clubs français. On peut se dire aussi que l'avantage d'une carrière à l'étranger, c'est aussi parfois d'avoir de meilleurs salaires justement que ce que tu pourrais gagner en N2 en France, en N3, même en national, peut-être même en Ligue 2. Tu dis que tu as un salaire qui se rapproche de certains joueurs de Ligue 2. C'est l'avantage aussi de faire une carrière dans certains pays parfois. Tu me parlais d'Oman, peut-être que tu gagnais aussi très bien ta vie là-bas. Bien sûr, totalement. Après, c'est sûr que se retrouver dans ce genre de pays-là, c'était réellement le côté financier. Parce que la vie en soi, le lifestyle, c'était impressionnant de passer à une météo normale avec des températures de 25 à 30 à des 40 degrés, s'entraîner sous 37 degrés. C'était réellement rien à voir. C'était réellement aussi le côté qui pesait beaucoup, c'était aussi le côté financier. Je savais que l'âge avançait à un certain âge et qu'en France, au bout d'un certain âge, tu peux pas prétendre à des montants, voilà quoi. Du coup, c'était clairement ce côté-là aussi. Quelle est la chose la plus folle qui t'est arrivée? Voilà, si tu as une anecdote un petit peu criante à nous délivrer. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup, mais c'est sûr que je vais en oublier. La première dont je me rappelle, c'était d'Espagne. Je sors de 19 à Cannes, j'ai atterri en Espagne. Tout se passe bien, j'étais content. Première fois que je vis seul, appartement. Dans mon appartement, j'étais content. Et je me rappelle, je venais d'acheter l'iPhone 6S. Je venais d'acheter l'iPhone 6S, du coup, j'étais content. Et je galérais. Et je me suis dit, si je veux faire des frites. Du coup, je fais chauffer de l'huile. Je vais dans ma chambre. Et j'étais avec mon téléphone, je mettais des écouteurs, je chante sur la porte de ma chambre, je chante. Et je sens une odeur de brûlé. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Je me dis, c'est quoi cette odeur? Je dis, c'est peut-être les voisins, ils sont argentins, ils aiment faire des grillades et tout ça. Et je dis, non, ça sent vraiment cramé. Et je vois du seuil de la porte, en fait, de ma chambre, je vois de la fumée. J'ouvre la porte, je vois des flammes sur le mur. Et des flammes qui sortent de la cuisine, la cuisine en feu. Incroyable. La cuisine ça m'a coûté ma place aussi. Cette anecdote-là, ça m'a coûté ma place parce qu'après ça, le coach me il m'a dit, t'es pas quelqu'un de responsable, prochain match, je te mets sur le banc. Et pire, c'est que ça, personne ne sait, même ma mère ne sait pas, personne ne sait, il n'y a que mon frère qui sait ça parce que... faudra pas qu'elle écoute le podcast alors. Et le truc, c'est quoi? C'est que je vois des flammes. Et là, je panique. Je panique comme dans les films. Flashback, j'ai réellement vu ma vie défiler. Je me suis dit, mais là, je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Je cours. Je rampe. Je suis en train de ramper dans la cuisine. Je vois des flammes autour de moi. Je cours dans la salle de bain. J'avais mon seau d'eau pour faire la serpillière. Et comme un idiot, j'ai brûlé la casserole. Enfin, c'était des casseroles d'huile que j'avais laissé chauffer. Je rajoute de l'eau sur la casserole d'huile avec une grosse flamme. Je tombe par terre.
Je cours, j'arrive à mon salon, le salon était ouvert, ouais, le salon il n'y avait pas de flamme, ouais. J'avais de la fumée partout, j'étais tout noir de fumée. J'ouvre la porte d'entrée de chez moi et c'était un bâtiment à 5 appartements. Et j'ai toqué à toutes les portes. Fuego, fuego. C'était l'un des seuls mots que je connaissais en portugais, en espagnol. Voilà. Fuego, 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 fuego à toutes les portes. Et je sors de l'immeuble, allongé par terre. J'étais presque limite inconscient. Et il y a je crois que c'est un couple qui passe et qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je leur montre le feu, la fumée. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers arrivent. Et là, je me suis dit, mais je suis mort, c'est fini, je suis rentré chez moi, ça y est, c'est la fin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, je vais raconter une histoire. Je vais dire que, en fait, vu que c'était une cuisinière tactile, quoi, des plaques de cuisson, je vais dire que j'ai laissé la fourchette dessus et que ça s'est allumé sans faire exprès et que ça a pris feu. C'est ce que je vais dire. Et je vais faire comme si je parlais pas du tout. Vu que je parlais pas très bien espagnol, mais je me débrouillais un petit peu. Je me suis dit, je vais faire comme si je parlais pas du tout espagnol et que je comprenais que le français. Même pas l'anglais, que le français. Le pompier arrive. J'étais par terre. Et il me dit en espagnol, on doit te ramener à l'hôpital et tout ça, t'as dû inhaler de la fumée. Je dis non. Il me dit, du coup, tu viens d'où? Je dis, je savais pas. Je dis, je vais dire Francia. Ah, français, t'es français, super, moi je viens de Toulouse. Et là, improbable. Et là, j'ai tout raconté. Le lendemain, arrivé au club, dans les vestiaires, je m'assois, tout le monde me regarde. Ils attendaient que je dise quelque chose. Et je savais pas quoi dire. Et le club, du coup, t'as sanctionné? Tu t'es fait sanctionner? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils m'ont tous crié dessus. Le coach... Après, j'étais assez jeune, ils ont compris. J'étais l'un des plus petits de l'équipe à ce moment-là. Ils m'ont dit que ça devait plus se reproduire et tout ça. Mais ils allaient changer d'appartement et tout ça. Le prochain mois, ils allaient me mettre sur le banc parce que je suis pas responsable et tout ça. Que j'aurais pu tuer des gens et tout ça, même moi me tuer et tout. T'as refait des frites depuis? Non. Sincèrement, non. Depuis, je n'ai pas refait des frites. Depuis, c'est un mal pour un bien. C'est ça. Pour finir, comme on n'a pas parlé, mais tu es également congolais, si je ne dis pas de bêtises. Totalement congolais. Totalement. Est-ce que tu as été approché par la sélection? Oui, U23. Ouais. U23, j'allais faire le déplacement. Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai fait juste une petite réunion, un petit stage avec eux sur Paris. Je devais repartir, mais finalement, je n'y suis pas allé. C'est quelque chose qui te plairait un jour de pouvoir évoluer au sein de la sélection congolaise? Bien sûr. J'avais eu des contacts avec la sélection. Après ça passera aussi par mes performances en club, sachant qu'aussi que la sélection congolaise est dans une mauvaise situation d'un point de vue au niveau de tout, surtout des résultats. Et c'est aussi les joueurs qui manquent. Du coup, bien sûr, c'est dans un coin de ma tête et que je verrai aussi ça la saison prochaine, mais ça passera aussi par mes performances en club et autres, vu que voilà. Oui, ça c'est un impératif. Revenir en Europe, ça pourrait t'aider aussi dans ce challenge de décrocher une sélection, quoi. Après, peu importe où je joue, je me dis clairement, c'est aussi au niveau des performances, hein, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a plein de choses qui permettent d'évaluer les performances, peu importe le championnat d'un joueur, en tant que le joueur est professionnel. Il y a des applications, il y a des réseaux de scouting et toutes ces choses-là qui font que les bonnes performances en club ne passent pas forcément inaperçues, peu importe le championnat. Même si c'est un championnat moindre, peu importe le pays, un footballeur aussi reste un footballeur. Écoute, merci en tout cas Rodrigue pour ce bel entretien et on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses du côté du Vietnam. Merci beaucoup. Et en tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Le plaisir est partagé. Merci Rodrigue. À bientôt Thomas. À bientôt tout le monde. À bientôt. Salut.